L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. Alors, avant de démarrer cet épisode, je tenais quand même à préciser que ça a été enregistré le 17 janvier 2025, c'est-à-dire avant les événements récents qu'on voit actuellement dans l'actualité. Évidemment, le podcast il n'a pas d'objectif de capitaliser sur l'actualité, mais plutôt de fournir un contexte, une réflexion sur des enjeux qui restent malheureusement d'actualité. Donc, je vous remercie à tous pour votre compréhension et évidemment, j'ai quand même publié pour respecter ma planification. Bonne écoute à tous. Yo. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. On est de retour pour l'épisode numéro 31. Et comme d'habitude, 31 comme Bastian Schweinsteiger ou alors Reggie Miller. Et aujourd'hui, pour le 31e épisode, j'ai avec moi un activiste afro-suisse. Hein, on a le droit enfin, c'est une appellation qui est maintenant commune. Il est de Fribourg, il est aussi fondateur de l'association Akil Tour. J'ai avec moi Chancel Soki. Comment tu vas ? Je vais super bien, mon frère. Et toi, comment tu vas ? Ça va très très bien. Alors, Chancel, on est là pour parler de pas mal de choses, mais on va aller dans l'ordre. On va parler de ton association et ensuite on va parler de différentes choses que je citerai. Mais d'abord, j'ai une première question pour toi et je pense qu'elle est importante pour la suite. Ton prénom, c'est Chancel. Oui. Qu'est-ce que ça signifie ? Chancel, il y a une signification, on va dire, romaine. Ouais. Quand on parle de Chancel, c'est un lien avec la protection, un lien avec tout ce qui est... En fait, c'était le gardien de l'Église, un truc lié avec vraiment ce qui gardait l'Église, qui gardait le peuple. Donc, c'est vraiment un lien avec la protection. Ok, très bien. C'était important pour moi de mettre ça en place avant de démarrer. Comme j'ai dit, tu es le fondateur de l'association Akil Tour. Alors peut-être, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots qu'est-ce que l'association Akil Tour, quelle est sa ou ses missions pour démarrer ? Alors, l'association Akil Tour, c'est une association qui lutte contre le racisme systémique. Okay. Alors, on essaye d'amener ça avec une approche assez différente. Donc, il y a l'approche avec les institutions, dans laquelle on essaye d'amener des réponses adaptées sur les questions du racisme, c'est-à-dire qu'à travers des formations, des ateliers de sensibilisation, etc., on essaye de faire en sorte que ces institutions puissent répondre justement aux enjeux liés au racisme et du coup actualiser leurs réponses face à ça. Parce qu'on croit que si au niveau des institutions, déjà, ils commencent à avoir la sensibilisation, ils savent de quoi on parle quand on parle de racisme. Parce que s'il y a un gros problème sociétal au niveau du racisme, c'est qu'on parle d'un phénomène dont on ne comprend pas, dont on ne peut même pas l'expliquer parce qu'on n'a pas fait cette histoire, on n'a pas fait cette déconstruction historique de notre pays. Et donc, voilà, il y a cet aspect comme je dis, de formation et d'atelier qui permet justement aux institutions d'actualiser leurs réponses. Et pour nous, le travail qui est le plus important, c'est le travail sur le terrain. Donc, nous, on travaille énormément avec les personnes racisées. On travaille dans les quartiers, on travaille avec les jeunes, on essaie de faire en sorte que les chaînes du racisme qui sont mentales se détruisent. On essaie d'ouvrir le champ des possibles à nos jeunes, de faire en sorte qu'ils puissent rêver aussi, puissent avoir accès à des métiers dont ils ne pensaient pas, avoir à des études dont ils ne pensaient pas. On essaie de faire en sorte qu'ils soient fiers d'eux, pas simplement fiers en criant Black Lives Matter, mais en étant fiers d'eux, de le vivre. Une fierté, ça se vit. C'est comment vivre en communauté, c'est comment s'aimer entre nous, c'est comment travailler entre nous, c'est comment aussi sortir du statut de noir. Parce qu'au final, le statut de noir, c'est un statut qui nous a été imposé. Donc, comment redéfinir le fait qu'on est noir ? Et ça, c'est le travail le plus important pour nous. Tu as dit que vous travaillez avec donc les quartiers, les jeunes, etc. Vous travaillez aussi avec des institutions, l'État ou des choses comme ça qui se font ? Oui, on travaille avec des institutions comme la police. On travaille avec la police, on collabore avec la police du canton de Fribourg, la police du canton de Genève. Pendant longtemps, c'était avec la police du canton de Vaud. Actuellement, on est en pourparlers pour des questions de désaccord, on va dire ça comme ça.
On travaille avec des écoles, on travaille avec des maisons de quartier, on travaille avec des éducateurs sociaux. Donc, on donne des formations aux éducateurs sociaux, on donne des formations aux services publics comme le service de la population, on travaille avec des entreprises. Ouais. On a fait de la médiation familiale, on a fait des médiations au milieu scolaire. On essaye un peu de toucher un peu toutes les strates sociales parce que ces questions de racisme-là touchent toutes les strates, comme on le dit, et donc on essaie d'être partout aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer l'association ? Il y a un événement qui t'est arrivé ou que tu as vu qui t'a poussé à faire ça, ou alors c'est quelque chose que déjà tu avais créé d'autres associations auparavant, si je ne me trompe pas. Après ouais. Ah, c'était après, pardon. Après, ouais. Ok, donc À Qui le Tour, c'est la première. À Qui le Tour, en fait, je ne l'ai pas créé. Ouais. À Qui le Tour, moi, je suis un héritier de À Qui le Tour. Ok, très bien. Pourquoi je dis que je suis un héritier ? C'est que j'étais là à la fondation, mais je n'étais pas l'acteur portant de cette association. C'est-à-dire que j'étais un jeune. Quand ça a commencé, il faut savoir qu'À Qui le Tour est né en 2016, suite à l'assassinat de Hervé Mandundu à B, assassiné par la police du canton, enfin de la ville de B, du coup, dans le canton de Vaud. Après ça, c'était plutôt les grands en fait de notre communauté congolaise, parce que Hervé Mandundu, c'est un gars, était un acteur de la communauté congolaise. Et du coup, c'est la communauté congolaise au départ qui s'est mobilisée, etc. Et on a eu là aussi la première, je pense, expression politique d'une communauté dans les rues de Lausanne, où on a manifesté, on a marché, on était là. Donc moi, j'étais, comme je le disais, un des jeunes. Ensuite, le mouvement il s'est estompé en fait. Au départ, on était vraiment très axé violence policière. On était un collectif, on n'était même pas une association. Moi, entre deux, j'ai commencé mes études. Je suis parti à l'université. Voilà. Et c'est à l'université que j'ai été aussi un membre fondateur de l'association des étudiants afrodescendants de l'université de Lausanne. Exactement, ouais. Et là aussi, c'était suite à une demande qu'on avait observée, c'est-à-dire qu'il y avait des enjeux qui étaient liés à nous, des enjeux politiques, des enjeux sociaux. Et surtout, il y avait, je pense, à mon avis, des enjeux intellectuels. C'est-à-dire que c'était pas normal que, en fait, on étudiait que des acteurs, que des personnes qui n'avaient soit pas de lien avec nous, soit qui nous voyaient comme des nègres. Et c'était important, en fait, qu'on se réapproprie aussi nos intellectuels, qu'on remobilise aussi notre histoire, et qu'on puisse amener un côté intellectuel aussi à notre communauté, amener du scientifique à notre communauté, une méthode de travail à notre communauté. Et c'est avec justement les frères et les sœurs avec qui on était à l'université qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on crée l'AEA. Ok, et puis du coup, l'association À Qui le Tour, tu as dit que vous avez... Oui. Il n'y a aucun souci. Mais donc tu expliques qu'il y a eu cet événement et il y a eu un collectif qui s'est réuni, qui s'est créé. Mais du coup, l'association, c'est le résultat en fait de cet événement et de ce collectif qui s'est créé. Exactement. Donc comme j'ai dit, j'ai pas été le créateur, j'ai pas été porteur du collectif au départ. C'est après mes études, il fallait que ça éveille en moi vraiment le militantisme pur, et il fallait que le combat continue, on va dire, et que ce que j'ai appris à l'université, ce que j'ai appris dans ce milieu estudiantin où j'ai appris beaucoup, il fallait que je puisse l'amener aussi à ma communauté, donc au plus bas d'entre nous, hein. Et ça a commencé sur ces questions de racisme, tout simplement, tu vois. Et je me suis dit, en fait, à part ça, Hervé, Lamine et tous les autres qui sont morts pour rien si on fait À Qui le Tour et s'arrête comme ça. Du coup, j'ai contacté les anciens, parce que moi, je suis quelqu'un qui a un grand respect pour l'aîné, pour celui qui est plus grand que moi. J'ai un grand respect pour ce qui a été fait avant. Et je ne m'approprierais pas les choses comme ça. Donc, du coup, j'ai demandé à mes anciens, aux plus grands, s'ils étaient OK. Du coup, je pense à shout-out à Vega, il y avait Ira, la grande sœur, il y avait Chouchouna, la grande sœur, tous ces anciens qui ont amené justement leur pierre à l'édifice à notre communauté et qui ont fait que À Qui le Tour existe. Et je les ai demandé leur aval, ils me l'ont donné. Et du coup, on a créé À Qui le Tour. Ok, ouais. Et donc là, on est devenu une association. Alors, tu es le fondateur administratif, bureaucratique de l'association. Okay. Exactement. Ok, très bien.
Quel type d'action vous menez pour sensibiliser? Alors, tu as parlé de plusieurs choses, mais c'est quoi les actions et les choses que vous faites concrètement pour sensibiliser sur les discriminations? Alors, sur les discriminations avec les institutions, les formations qu'on donne, déjà la toute première formation, c'est de quoi on parle quand on parle de racisme. Okay, ça, c'est le module 1 en termes de formation, c'est-à-dire d'amener une définition au concept. Et quand on parle d'une définition, c'est de le comprendre sur son prisme historique, son prisme, une sociogénèse, une psychogénèse, sur son prisme économique, sur son prisme social. Alors, on ne va pas trop aussi dans le côté économique, on essaie quand même de rester sur quelque chose de social, on essaye de faire en sorte que les cours soient adaptés au milieu même. Tu vois, par exemple, tu ne vas pas donner le même cours à la police que tu vas donner le même cours à des médecins, que tu donneras le même cours, etc. Mais c'est le fait de comprendre déjà la définition même du racisme, comment il s'actualise, comment le racisme aussi s'actualise dans leur milieu et le rapport du racisme dans leur milieu. Par exemple, l'histoire du racisme dans la police a une histoire bien distincte, comme l'histoire du racisme dans la médecine a une histoire bien distincte. Et en fait, de voir comment l'histoire a impacté le présent, les biais cognitifs, c'est-à-dire à impacter leurs propres biais, leur propre perception de comment ils voient le noir au quotidien. Pour nous, c'est la première des bases, en fait. À partir de là, on peut parler. À partir de là, on peut discuter. À partir de là, on peut débattre. Mais débattre avec des gens qui te parlent de racisme anti-blanc, qui te parlent de oui, mais moi aussi, j'ai subi de la discrimination parce que j'étais roux, on perd trop de temps. Mais la base, c'est de rétablir déjà cette réponse-là, c'est-à-dire une définition, parce qu'on ne l'a pas appris à l'école. Parce que nos institutions actuellement n'ont pas les réponses adaptées à ça. Et donc, on essaie déjà d'amener cette première étape. Mais la preuve, je trouve qu'il y a beaucoup de cas où, tu vois, il y a la fameuse réponse de la personne, mais non, je ne suis pas raciste parce que j'ai un ami noir. Et souvent, je pense que dans la société, ils voient le racisme comme uniquement le fait de voir une personne racisée puis de dire sale noir, par exemple. Exactement. Alors que il y a différents prismes et différentes visions. Et tu as parlé de racisme systémique, etc. Et selon les métiers, il y a différentes manières de l'appliquer. Mais c'est vrai que c'est important de redéfinir en fait, le racisme dans notre société. Et vous faites ces différentes sensibilisations, ces cours, etc. Vous êtes proactif ou bien... alors j'imagine que dans certains cas, peut-être qu'on vous a contacté, mais vous êtes proactif à contacter, je ne sais pas, telle entité, telle institution pour les sensibiliser par rapport à ces choses? Ouais, on a commencé comme ça. Au départ, c'était ça. Vous êtes allé chercher, quoi. On allait chercher. Après, on est venu chercher aussi. Par exemple, avec la police, ça a commencé avec le commandant de la police du canton de Fribourg, qui, pour moi, après une longue discussion de plusieurs heures, on a dit, en fait, il faudrait qu'on travaille ensemble. Donc, c'est ça, c'est que certains ont fait les pas, d'autres, on a été nous-mêmes vers eux. Et au final, c'est toujours après une longue discussion qu'on arrive à trouver une entente, on va dire ça comme ça. Ouais, je comprends. En tout cas, c'est très bien de l'avoir fait. Il faut des fois un peu mettre aussi l'ego de côté, mais c'est vrai que c'est important d'être proactif parce que, et on le voit même dans le monde professionnel, c'est quand on se fait démarcher souvent qu'on se réalise peut-être qu'on a besoin de quelque chose. En tout cas, j'espère que vous continuerez à sensibiliser un maximum d'entités, et d'institutions publiques, privées et autres. J'ai vu que vous avez été assez actif dans le cas de Mike, par exemple. C'était à Lausanne. Il y avait le cas Nzoï aussi. C'est un cas c'est des cas que vous avez suivis et appuyés dans les manifestations, mais concrètement, vous faites quoi? Est-ce que c'était dans le cadre de Akil Tour ou c'était toi tout seul? Tu vois, ça a toujours été dans le cadre de Akil Tour, tu vois. Et c'est quoi concrètement que dans des cas, peut-être tu peux rappeler aussi brièvement ce qui s'est passé dans ces cas-là. Le cas de Mike Ben Peter, c'est un frère migrant assassiné par la police de la ville de Lausanne. Un peu similaire à l'affaire George Floyd. Où il est mort sur étouffement et voilà. Donc acquittement de la police. Acquittement de la police, un procès bâclé, un procès bâclé et un procès qui doit durer 3 jours, ça dure 2 jours. Je crois même que non, attends, Mike, c'était sur les 3 jours quand même. Il me semble, je crois que c'était celui avec ça a duré 2 jours, mais à peu près le même cas en fait, à peu près le même mépris, le même backlash. On n'aborde pas la question du racisme, on parle de plein de choses techniques, etc. Mais à aucun moment on arrive à aborder la question du racisme. Comme si Mike, s'il serait blanc, il serait mort. Et c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'on ne
parle pas de la couleur de peau de ces gens-là, alors que tout le problème est là, en fait. Pareil pour Nzoï, abattu par la police de Morges. La question, c'est que, est-ce que des hommes blancs meurent abattus dans une gare? La réponse est non. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit d'autres cas. Il y a eu des cas à Bienne. On a des vidéos, on a des trucs où on montre, ah oui, regardez ce qui s'est passé ailleurs. On voit la police faire un travail. On voit la police qui, comme ils le disent, j'ai pas eu peur pour ma vie. Et ils arrivent à neutraliser un homme. Et là, comment on explique qu'à chaque fois qu'un noir, soit qui soit en décompensation psychique, soit qui a commis un problème, etc., doit mourir? Et la raison, c'est parce qu'on avait peur pour nos propres vies. Donc, elle est là, le vrai questionnement. Et quand on arrive justement dans ces procès, à aucun moment, on parle de la couleur de peau de ces gens-là. Et Nzoï n'a même pas eu, on n'est même pas rentré au procès avec Nzoï. C'est-à-dire que là, on est sur un non-lieu pour le moment. Ok. Et dans le cadre déjà, merci pour l'explication. On a une pensée évidemment pour les familles de ces personnes. Et dans le cadre de À qui le tour, comment est-ce que comment les actions sont réalisées dans des cas aussi difficiles que ceux-là? Alors les cas récents, on a pris un peu de recul, dans le sens où avec À qui le tour, on était beaucoup en première ligne au départ. On a beaucoup été une association qui était en première ligne. Et aujourd'hui, il y a d'autres associations qui sont en première ligne et qui sont totalement autant légitimes que nous. Donc on essaie de collaborer, en fait. On essaie de s'unir et de travailler ensemble. Quand on voit qu'il y a des gens qui sont en avant, qui sont autour de la famille, etc., on ne va pas forcément refaire le même boulot, en fait. Il n'y a pas forcément la même demande. Par contre, on essaie de se rendre utile, on essaie de se dire, ok, bon, là, ils ont agi comme ça. Comment nous, à notre échelle, avec ce qu'on a déjà accompli, avec les liens qu'on commence déjà à faire avec des institutions, etc., quel poids on pourra avoir et quelle manière nous, on pourra avoir. Donc, on reconnaît que chacun a son plan d'action, a son champ d'action aussi, et que le but, c'est pas d'être visible pour être visible. Moi, ça m'intéresse pas ça, et je pense pas que ça intéresse le membre de notre association de faire du militantisme pour des likes. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'efficacité. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats, un réel changement. Et ça se fait en étant stratégique. Donc, des fois, c'est vrai qu'on n'est pas visible sur certaines actions, mais on est plutôt en retrait. On essaie d'observer, de voir ce qu'il faut amener, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, avec ton association, c'est vrai que tu es amené à souvent... Alors malheureusement, j'ai envie de dire, t'exprimer, parce que y a des situations qui le demandent par ta position. Je pense par exemple au cas Maniac à Lausanne, je pense au cas du punk à Lausanne, encore une fois, pardon Lausanne, mais et bien d'autres cas où tu t'es exprimé. C'est quoi le travail que tu fais en amont quand t'es sollicité comme ça? Comment ça, le travail que je... Parce que tu vois, peut-être que ça vient très vite. Comment est-ce que tu t'informes? Comment est-ce que... parce que ça, on oublie un peu. Et souvent, on est amené à s'exprimer. Dans ton cas, tu es amené à t'exprimer parce qu'il y a eu une situation qui concerne une personne racisée, etc. Mais tu ne sais pas forcément ce qui s'est passé, tu n'as pas les tenants, les aboutissants, tu n'as pas toutes les informations. Comment tu t'informes? Comment tu obtiens tes informations? Parce que des fois, ça peut être un piège. C'est ça. Et tu prends par exemple le cas de Nzoï. Moi, on m'a appelé alors que je ne savais pas l'histoire. Je crois que je n'étais même pas en Suisse. Je rentre de Suisse, on m'appelle, machin. Et j'ai dit, de quoi vous me parlez? Quelqu'un qui est mort et tout. Et ils m'ont pas dit la couleur de peau dans les médias. Ils me disent c'est un gars qui est mort. Je fais si c'est lié à une violence policière, moi je parlerai juste en tant que violence policière. Est-ce que c'est normal qu'un homme meure? Et je voulais pas aller rentrer dans la question du racisme parce que je savais pas de quoi on parlait en fait. Donc je suis pas allé loin et elle était là, ok, au revoir. Donc j'ai senti aussi le piège. Du coup, moi je suis quelqu'un qui essaye de vraiment pas travailler sur l'émotion. J'essaie vraiment de pas travailler sur l'émotion parce que autant c'est légitime de bosser avec l'émotion, mais moi, avec le rôle que j'ai, il faut le moins d'émotions possible. Et l'histoire m'a appris que quand moi, je me bats avec l'émotion, ça marche pas. Ça marche pas. En tout cas, moi, chez d'autres personnes, ça marche. Mais moi, de base, je suis une tempête. Donc, du coup, avec l'âge aussi, tu prends le truc de gère tes émotions et agis de la manière qu'il faut pour les tiens. Et pour moi, c'est ultra important de faire ça. Donc, pour répondre à ta question, je m'informe de maximum. J'essaie vraiment d'avoir vraiment le tenant et l'aboutissant par exemple, de l'histoire.
on m'appelle pas comme ça. Donc à chaque fois qu'on veut m'appeler, je leur donne à quelle heure vous pouvez m'appeler, je leur donne des heures. C'est moi qui décide quand est-ce qu'on m'appelle et à quel moment on m'appelle. Bien sûr. Avant ça, je réponds pas forcément. Parce qu'il y a plein de pièges qui sont tendus, tu vois, où on te demande de t'exprimer rapidement sur une situation. Tu vois, par exemple, je sais pas, si on t'avait appelé après l'histoire du punk et t'avais pas les informations, t'aurais pu aussi t'exprimer et puis l'émotion peut venir, etc. C'est dangereux. C'est ça. Moi, par exemple, tu prends l'histoire du punk. Avant qu'on m'appelle, on m'a envoyé un message. J'ai dit, OK, je vous donne telle heure. J'ai listé presque 24 heures entre la demande et voilà. J'ai appelé les familles, j'ai appelé tout ce qu'il me fallait. J'avais toutes les infos. J'ai parlé avec des mecs de Lausanne, j'ai parlé avec les victimes, j'ai parlé avec ceux que même de l'AE. Enfin, on s'est placé, on a bossé et après, j'ai répondu aux questions. Donc, c'est important d'avoir une structure parce que déjà que nos situations, c'est malheureux, on n'aimerait pas que nos représentants aussi fassent des communiqués qui ne correspondent pas à la réalité, etc. Mais à moyen terme, court terme, c'est quoi les objectifs pour l'association ? À moyen terme, c'est de continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire d'amener, de travailler avec les institutions, parce que pour nous, ça fait du sens. L'objectif, c'est de faire du sens. De lutter pour du changement, c'est lutter pour qu'on puisse créer quelque chose qui fait du sens. Aujourd'hui, c'est indéniable. Les Noirs sont ici en Suisse. On va pas partir. On partira pas. Et c'est pour ça que j'ai démarré par Afro-Suisse. Voilà, c'est ça. On fait partie du tissu de ce pays. On paye nos impôts. Nos enfants, ils vont à l'école. L'équipe de Suisse. Voilà, l'équipe de Suisse, tout simplement. C'est pas simplement pour vous divertir. C'est qu'on compte et on veut compter. Et pour que ça compte, il faut que tout le monde change. Donc, il faut qu'on fasse du sens. Nous, on va faire le boulot de notre côté avec nos communautés, à retravailler des questionnements qui sont liés à nos propres vécus, à nos propres traumas, à nos propres combats. Ça, c'est ce qui, comme on dit, le linge sale se lave en famille. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a un travail à faire avec ce système. Et c'est sûr que tant qu'on n'arrive pas à faire commun, on ne va pas avancer. Et tant qu'il y aura toujours cette question-là de reconnaître qu'il y a du racisme, parce que c'est le cas. La Suisse reconnaît, de manière générale, en majorité, on reconnaît qu'il y a du racisme en Suisse, mais que la majorité reconnaît aussi que ce n'est pas un problème important. Et donc, tant qu'on ne reconnaît pas, en fait, qu'on n'arrive pas à reconnaître que la dignité d'un homme n'est pas importante, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'ils ne nous reconnaissent pas en tant qu'hommes. C'est pour ça que ce n'est pas important. Notre dignité n'est pas importante parce qu'on n'est pas au statut. Peut-être qu'on est des hommes, mais on n'a pas le statut égal. Comme on n'a pas le statut égal, ce n'est pas important notre dignité. C'est un peu comme si tu disais, est-ce que la question des SDF est une priorité pour toi ? On considère de manière sociétale que les SDF sont en dessous. Il y a d'autres problèmes à régler avant. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, tant qu'on n'arrive pas à nous mettre dans une priorité au niveau des actions politiques de ce pays, il y aura un problème. Parce que c'est pas normal. Mais excuse-moi de t'interrompre, mais qu'est-ce qui pourrait changer cette priorité, tu vois, pousser à... Alors, je dirais pas que ça arrivera à la priorité numéro 1 un jour, mais que ça monte dans le classement des priorités. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Continuer à faire ce qu'on fait. Et je pense que c'est une pression générale qu'on doit mettre. Parce que le problème, il est où ? Le problème, c'est qu'il y a trop peu de gens qui luttent contre ça. Ça veut dire que quand je te dis ça, tu vois, moi, je lutte pour les Noirs. Avec le nombre de Noirs qu'on est, franchement, je pense qu'on est presque un demi-million en Suisse de Noirs. Si, je ne vais pas abuser sur les chiffres, mais on s'approche peut-être du demi-million, tu vois. Ça veut dire qu'on représente environ entre 3 voire 4% de la population de ce pays. Ça arrive. Et on ne fait rien. On est aujourd'hui des acteurs politiques sur la question du racisme, on est trop peu. Et je ne dis pas qu'il faudrait que tous les Noirs agissent, mais il faudrait quand même que tous les Noirs remplissent leur fonction de qu'est-ce que ça veut dire d'être noir dans ce pays. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, je pense que c'est une des premières priorités. Quand le jour où les 400 000, 300, 400 000 Noirs de Suisse bougeront en même temps pour des actions communes, la Suisse n'aura pas le choix de faire face à sa responsabilité. Elle n'aura pas le choix. On était 10, 15 000 ici à Genève, elle n'a pas eu le choix. Quand on était 10, 15 000 pour George Floyd, et tu vois, c'était en plus pour un mec qui était aux États-Unis, ils n'ont pas eu le choix de dire on doit les écouter. Et il y a eu énormément de changements à partir de 2020. Il y a eu un avant, il y a eu un après 2020. Donc juste qu'on se rende compte du
pouvoir Ouais. qu'on peut avoir quand on agit. Et là, il n'y avait pas que des Renois. Il y avait des Blancs, il y avait de tout. Mais le pouvoir qu'on peut avoir quand on travaille ensemble. Et ça, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on réalisera que une marche, ça ne suffit pas. Que peut-être qu'il faut en faire plus. Ouais. Ou peut-être une action en plus. Ouais. C'est à partir de là que je pense qu'il y aura du changement. Ouais, peut-être transformer, comme à Kiltour, ce collectif en réelle structure. Exactement. Ouais. Ok, très bien. Écoute, je vous souhaite plein de succès. Si je ne me trompe pas, pour toutes les personnes qui veulent aller voir les actions ou alors les différentes choses que Akiltour met en place, il y a la page Instagram qui est Akiltour simplement. Exactement. Et bientôt une page, un site internet ok, très bien. Qui sera bientôt là. Très bien. On va passer à une autre partie qui me tenait à cœur. On va parler de la République démocratique du Congo. Là, tu touches à mon cœur. Ouais. Parce que je pense que c'est très important. Depuis une année, je dirais, on voit... alors, j'ai pas envie d'abuser du truc, mais on voit un peu plus sur les réseaux une manifestation de la situation là-bas. On a vu aussi Tataki qui s'est rendu là-bas. Donc je voulais vraiment parler de cette situation parce que c'est vrai que si je prends 20 personnes autour de moi, et c'est important que je dise que ces 20 personnes, par exemple, sont non-africaines, ils ne vont pas vraiment comprendre les enjeux et les problèmes. Ils savent qu'il y a un truc qui ne va pas, mais on ne sait pas vraiment. Et c'est pour ça que je voulais évoquer un petit peu ce sujet avec toi pour que ça éclaircisse la chose. Pourquoi le Congo, je vais dire le Congo ici, pourquoi la RDC, est-elle si souvent mentionnée dans les débats sur l'exploitation des ressources naturelles ? Alors, c'est presque une question rhétorique, mais je pense que c'est important d'expliquer. Bah ouais, comme tu viens de le dire, c'est ces ressources naturelles, en fait. Ouais. Parce qu'on est ce qu'on appelle un miracle géographique. Non, je crois que c'est... Il y a un autre terme, mais bref. On est un miracle, en fait, en termes de ce qu'il y a de ressources dans le sol. C'est-à-dire que n'importe où au Congo, tu peux retrouver du coltan, du pétrole, de l'or, des diamants et un gogo. Là encore, il n'y a même pas 2-3 mois en arrière, il y a eu un gisement, on est tombé sur un truc de cuivre. C'est une dinguerie ce pays. C'est une dinguerie. Il est tellement grand qu'il y a tellement de choses encore à exploiter que c'est énorme en termes de ressources naturelles et c'est énorme en termes de problèmes du coup aussi parce que ça soulève des questions d'envie, des questions de comment se faire de l'argent, donc des questions liées au capitalisme, tu vois. Et qui dit ressources naturelles dit multinationales, qui dit multinationale dit déstabilisation, qui dit déstabilisation dit groupe armé, etc. Et qui dit groupe armé dit qui est à l'origine de ça. Et donc du coup tu peux remonter facilement le filon, tu vois. Et aujourd'hui, si tu prends le Congo, ces 20 dernières années, on a dépassé déjà les 20 millions de morts. Tu vois, on a dépassé les 20 millions de morts. Tu vois. Et les impacts, pareil, de ça, c'est des millions de déplacés. C'est des enfants esclaves, tu as vu ce qui travaillent actuellement dans les mines, etc. Aujourd'hui, au Kivu, on dit que c'est la capitale du viol. Une femme sur 3 est violée par jour dans une petite région. C'est incroyable. Le viol, c'est une arme de guerre là-bas. C'est carrément une dinguerie de dire capitale du viol, tu vois. Capitale du viol. Et après maintes et maintes dénonciations, il y a des rapports mapping officiels des gars de l'ONU, d'institutions, d'organisations internationalement reconnues qui dénoncent ce qui se passe au Congo. Et qui a zéro agissement derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Ces rapports, moi, même l'ONU de manière générale, alors je ne vais pas blâmer quoi que ce soit, mais combien de rapports on a vus sur le Congo et sur plein d'autres pays. Mais c'est qui à la fin de la journée qui va donner un ordre, par exemple, tu vois ? C'est-à-dire que tu as résumé le truc, c'est qu'on fait des rapports pour donner aux mecs qui nous exploitent. Tu vois un peu ce que je veux dire, c'est-à-dire que les mêmes à qui on donne ce rapport-là, c'est les mêmes qui nous exploitent. Donc, je sais pas si tu veux qu'on balance les blazes ici, on se fait tuer. Non, mais... tu peux y aller, mais j'allais y venir, tu vois. On va revenir à ça. Vas-y. On va revenir à ça. Tu as parlé
de l'aspect capitaliste. Alors on pense notamment, tu vois, même aux GAFA, aux grandes entreprises, sans citer le grand et fameux Elon Musk, etc. Voilà. Et les frères Glencore d'ici. Ouais, exactement, ouais, c'est juste. Ouais. C'est très important de le dire parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux actuellement et je pense que on a participé de manière indirecte. Et là, quand je dis on, je parle de la Suisse. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Mais on a participé à ce qui se passe au Congo actuellement. Et ça, il faut que chaque Suisse se rende compte de ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, on nous a demandé de voter sur des multinationales responsables. Ouais. Et on a voté non. Ouais. Et ça, c'est ultra important qu'on se rende compte que ce qu'on dénonce, la Suisse est responsable de ça. On a voté pour ça. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles pétitions qui sont en train de se faire signer un peu à gauche, à droite. Je ne sais pas si vous recevez un peu des messages WhatsApp, etc. sur cette question-là, parce qu'on veut se relancer là-dedans. Donc, s'il vous plaît, mes co-citoyens, je vous appellerai mes frères, parce qu'on est des frères, on a grandi ensemble, on est tous de ce même pays. Il est ultra important qu'on réponde à cette pétition pour qu'on puisse repartir sur les urnes. Et s'il vous plaît, allez voter. Ouais. Allez voter. Parce que c'est toujours les mêmes qui votent et c'est toujours les mêmes qui subissent. Et donc, c'est les mêmes qui gagnent. Et c'est les mêmes qui gagnent. Allez voter, s'il vous plaît. C'est un très bon message que tu donnes là, parce que, en fait, je voulais te poser comme question... Ok, il se passe tout ça là-bas, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois pour les Congolais, bien sûr, il y a peut-être d'autres informations que vous avez, mais tu vois, en tant que citoyen suisse, moi, comment est-ce que je peux aider ? Et c'est vrai que être sensibilisé à un vote comme celui-là, eh ben, c'est peut-être faire beaucoup plus que ce qu'on pense en fait. D'aller donner des 60 balles à l'année à une association, etc. Aux mecs qui se promènent dans les rues, là. Ouais. Voilà. Là, t'as sorti le calache, là. Est-ce que les enjeux, ils sont encore méconnus de monsieur et madame tout le monde, selon toi ? Trop méconnus. Ouais. Le problème, c'est aussi... Et là, je pense qu'il y a aussi une responsabilité aussi de nous, membres de la diaspora. Ouais. Ça revient à ce que je disais depuis le départ. Tant qu'on dort, le monde ne nous verra pas. Ouais. C'est parce qu'on dort trop que les choses n'avancent pas. Mais c'est très bien que tu dises ça. Voilà. C'est très bien que tu dises ça, parce que c'est vrai qu'il y a souvent on voit sur les réseaux, mais vous partagez pas. Mais en fait, il y a un travail il y a une responsabilité de chacun, tu vois, de faire le travail. Je suis désolé, mais tu prends aujourd'hui la question de la Palestine. Le travail qui est fait pour la Palestine. Il est très fort. Ouais. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui qu'il y a une grosse pression internationale. Ouais. Même si le combat il a pris son temps, mais il y a une grosse pression parce que la com est faite dans tous les coins du monde. Ouais. On sait ce qui se passe en Palestine. C'est réel. Tu vois ce que je veux dire ? Et combien il y a de spécialistes en communication dans notre communauté ? Dans tous les pays. On est aux États-Unis, on est partout. Congolais, là, on sait aujourd'hui que Congolais est partout dans le monde. Ça, c'est un fait. On est en Chine. On est en Égypte, on est partout, dans chaque coin, tu vas trouver un frère congolais. Ouais. C'est impossible que... On est autant que les Chinois dans le monde. Ouais. Bah, j'abuse un peu. J'abuse fort, j'abuse fortement, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on bouge. Non, mais vous êtes partout. On est partout. Et donc, ce qui veut dire, si on est partout, c'est qu'il y a aussi énormément de compétences. Ouais. Pour des concerts, pour des machins, on fait des coms de ouf. Ouais. Ça veut dire qu'on doit être capable aussi de faire des coms pour nos frères qui meurent. Et je pense qu'il doit avoir un sursaut de patriotisme. Et là, je pointe vraiment ma communauté parce qu'on est les premiers responsables de certaines choses. Et que si on veut du mouvement, ça ne va pas suffire de se dire, OK, je relais ce qu'un mec il a fait, le travail d'un mec. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on crée des médias. Il faut qu'on crée des vecteurs de communication importantes. Et il faut qu'on les finance. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, financer de la SAP, on est capable. Mais on n'est pas capable de financer une campagne de communication. Et ça, c'est... Du coup, si vous pensez que je suis sévère, ça, c'est votre problème. Mais il faut que les choses soient dites. Moi, je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour dire des vérités. Et ça, c'en est une. C'est vraiment une vérité. On est responsable de ce qui se passe aussi dans notre pays parce que notre inaction, alors qu'on utilise ces iPhones, tu vois, on utilise tous ces téléphones. On a tous un télé-écran plat, etc. Donc, notre inaction, c'est notre manière aussi de contribuer à ce système. Donc, si on n'agit pas, alors qu'on prend des iPhones, on est les mêmes responsables que du système qu'on est en train de dénoncer là. Ouais, c'est réel.
quelqu'un qui voudrait faire quelque chose, qui voudrait aider, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites ici même? Est-ce qu'il y a il y a des actions qui sont menées? Est-ce que, je sais pas, la communauté congolaise d'un canton ou alors de Suisse fait quelque chose? Comment est-ce que les gens ils peuvent, au-delà du vote, comment est-ce que les gens ils peuvent soutenir? Actuellement, je pense que l'expression de ceux qui sont le plus actifs, l'expression de ceux qui sont les plus actifs dans la communauté, c'est No Congo, No Fun. Je crois que tu connais un peu la campagne. Ouais, j'ai vu. Ouais. Et, c'est des grandes sœurs qui sont déterres et qui font un boulot depuis de ouf. Et du coup, je pense que c'est déjà à suivre leur page, parce que c'est un peu aussi ceux qui étaient là dans Pamoja, enfin 2-3 qui étaient dans Pamoja. Et donc, je pense que ça, c'est une des actions qui se fait en Suisse. Après, il y a pas mal d'organisations venues de personnes qui étaient là en Suisse aussi, qui collaborent avec ce qui se passe sur le terrain. Je pense qu'actuellement, c'est d'aider ceux qui sont sur le terrain, parce qu'il y a un gros travail qui se fait. Je ne sais pas si vous savez qu'actuellement, par exemple, il y a des civils qui combattent à l'Est pour la libération du pays, tu vois, les Wazalendo. Donc, du coup, shout out aux frères qui se battent et qui ont, grâce à leur courage, à leur force, à leur patriotisme, à l'amour pour leur pays, ils ont récupéré des territoires, tu vois. Ils luttent contre les M23 avec avec ce qu'ils ont. Avec ce qu'ils ont, pas grand-chose. Je voulais dire pas grand-chose. Pas grand-chose, et ils luttent, tu vois, ils récupèrent des terrains par rapport à leur courage et l'amour de leur pays. Donc voilà, il y a pas mal d'actions qui sont en train de se faire. Et ces mecs-là collaborent avec notre gouvernement. Donc, du coup, ça montre aussi que, tu vois, ils ne sont pas forcément illégitimes. C'est des mecs qui se battent. Donc, voilà, il y a des actions qui sont en train de se faire. Je pense qu'il faut suivre un peu ce qui se passe. Venir peut-être vers des acteurs comme moi, comme d'autres personnes qui sont actives. Et voir comment on peut contribuer, parce qu'il y a la contribution financière, il y a aussi la contribution en termes d'énergie, en termes de ressources. Il y a plein de façons de contribuer, donc venez poser les questions, on est là et on va trouver des moyens d'agir ensemble. Je ne sais pas ce que tu avais pensé, moi je trouve que le reportage de Tataki, ça permet de bien comprendre en tout cas une partie de la problématique. Alors il n'y a peut-être pas tous les aspects qui sont mentionnés, mais si vous n'avez pas vu le reportage de Tataki, qui est une immersion, je pense que ça peut être une bonne manière de se rendre compte d'une partie des soucis qu'il y a dans cette région du Congo. Et merci à Tataki d'avoir ça fait... pris le risque, parce que c'est un risque quand même, ce qu'ils sont allés faire. Et merci pour ce courage, merci aussi au nom de tous les Congolais aussi, tu vois, d'avoir contribué à la visibilité de ce qui se passe dans notre pays, tu vois. C'est réel. Tout à l'heure, tu parlais de tirer sur des gens. Mais avant ça, je voulais te poser une question. Tu vois, on parle souvent de la responsabilité, et là, c'est là que j'aimerais un peu te piquer un peu, mais on parle souvent de la responsabilité des pays voisins, tu vois. Ce qui est juste, totalement, c'est légitime. Mais qu'en est-il du gouvernement congolais ? Moi, j'ai l'impression que j'entends rarement leur position, mais après, c'est aussi une vision depuis ici. Même, tu vois, le nom du président, tu vois. Je suis allé le chercher sur Google, tu vois. Mais pour moi, tu vois, je devrais le savoir au vu de la problématique. On devrait l'entendre plus souvent. On entend beaucoup parler, tu vois, du docteur Mukwege. Exact. Donc, ce qui est une très bonne chose, qui fait des choses, il fait des choses incroyables. Mais est-ce qu'on ne devrait pas plus en attendre d'un président ? Ce que je vais dire, je pense que c'est à prendre avec modération. On est face au premier gouvernement qui, pour la première fois, a nommé un ennemi. Depuis 20-30 ans de souffrance à l'Est, il y a le premier gouvernement qui nomme un ennemi. C'est un premier grand pas. Et quand tu dis un ennemi, c'est-à-dire ? C'est le Rwanda. Donc, ils nomment un ennemi, ils nomment des responsables. Ils ils viennent ici en Europe, ils font la tournée un peu à gauche, à droite. C'est très politicien, pardon. Mais actuellement, on est quand même face à ce premier changement de paradigme. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre civile. Il y a bien une invasion. Il y a bien un génocide, parce que si le terme génocide, c'est récent. Donc aujourd'hui, on peut parler de ce qui se passe au Congo comme un génocide, c'est-à-dire que le statut de génocide par rapport à ce qui se passe a été reconnu. Et ça aussi, c'est une première. Alors le gouvernement n'est pas forcément responsable, je crois, du statut de génocide. Mais on est face à une nouvelle phase, on va dire, de ce qui se passe à l'Est. Et du coup, je ne veux pas forcément toujours tirer dessus sur le président, etc.
Bien sûr qu'il doit faire beaucoup plus. Ouais. Peut-être que j'ai tort aussi. Hein. Non, je pense pas que tu as tort. Parce que bien sûr qu'il doit faire beaucoup plus. Ouais, ton pays, il est envahi. Tu veux me dire que tu trouves pas de moyens alors qu'il y a de l'argent au Congo. Il y a trop de choses au Congo. Il y a aussi trop de détournements, il y a aussi trop de problèmes. Il y a trop... En vrai, c'est comme si c'est trop ouvert pour pouvoir agir. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop infiltré. C'est comme c'est comme si le robinet il est ouvert hyper fort. Avec ta main, tu vas pas pouvoir arrêter. Exactement. Bien sûr. Donc, c'est facile de parler de mon point de vue où je suis sur une chaise. Et voilà. Mais quand même, t'as vu, quand même, fais quelque chose, mon rêve. Bien sûr. Et c'est vraiment, je pose cette question parce que, évidemment, j'ai grandi avec des gens qui viennent de RDC. Je suis sensible à tout ça. Et j'ai trop rarement entendu parler du gouvernement. Mais après, aussi, j'ai pas cette sensibilité ou cette approche, ou même sur les réseaux, peut-être que je vois pas les choses qui se passent, en fait. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Mais moi, je me disais que, OK, s'il y a des choses vraiment radicales qui se font, je devrais connaître le nom du président, je devrais voir ce qui se fait. Après, si tu me dis qu'il y a des premières choses qui se font, peut-être c'est des premiers pas. Et si c'est comme ça qu'il faut démarrer, en tout cas, c'est une bonne chose. Mais on entend plus souvent parler d'un autre président quand on parle de cette situation. Et à juste titre. Hein, mais... et aussi, tu vois, c'est deux gouvernements totalement différents. Dans un, le mec, ça fait quand même 30 ans, je crois, qu'il est dans le bail, tu vois. Il y en a un qui il est dans son 2e mandat. Déjà, récupérer ce qu'il a hérité, c'est une dinguerie, tu vois. C'est vrai. Franchement, récupérer ce qu'il a, lui, eu là, c'est chaud. Donc, il y a des questions de priorité, on n'y est pas, c'est complexe. Et... mais je reste quand même sur le truc que tu dois faire plus. Ouais, bien sûr. Voilà. Après, tu vois, comme tu dis, et là, je suis pas là pour parler chinois, on parle totalement du président rwandais, mais je pense aussi que ce serait une bonne chose pour le Congo d'avoir un président qui a une route claire. Plus qu'un mandat ou 2 mandats ou 3 mandats. Après, le problème, c'est qu'après, on les tourne vite en dictateur. Et loin de moi, et je tiens à préciser, je ne compare pas cette situation à mon pays, mais je pense que quand même, c'est des pays qui ont besoin d'avoir un gouvernement qui ne bouge pas pendant peut-être une dizaine d'années, parce que déjà ici en Europe, en 5 ans, ils n'ont pas le temps de faire des choses. En fait, la question de la démocratie... c'est tout un débat. Hein. C'est tout un débat, et surtout, il n'a pas de sens chez nous, actuellement. Ici même, là, on n'arrive pas encore à éduquer. Même toi, tu as vu là, le nombre de votes, on ne dépasse même pas les 30% de manière générale. C'est réel. Tu veux imposer ça à des gens qui actuellement pensent à manger. Tu vois ce que je veux dire? Là, je parle du taux de pauvreté du Congo. Tu vois, il y a des gens ultra éduqués. Ça, on ne va pas en disconvenir. Il y a des Congolais ultra intellectuels avec un savoir de fou malade. Bien sûr. Et donc, mais il y a aussi, de manière majoritaire, un peuple qui a faim, qui est en survie. Et tu veux parler de vote avec ces gens-là. Franchement, actuellement, on a trop de travail. On doit rétablir trop de choses. Il y a des routes à faire, il y a des écoles à remettre, il y a des hôpitaux à remettre. Tu vois, il y a trop, tu sais, le rudimentaire de base. Juste manger. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas demander à tout le monde de faire ce que l'Europe fait. Parce que le modèle européen lui-même, il ne tient pas. Tu n'as qu'à regarder le pays à côté, ce qui se passe. Donc... c'est réel. Tu changes le nom, là, tu mets un autre nom, on parle de dictature, on parle d'état du tiers-monde, avec ce qui se passe en termes de politique. Le fiasco on va dire la France actuellement, c'est une dinguerie. C'est réel. Tu vois, c'est une dinguerie. Et tu changes le nom, on dit c'est le tiers-monde. C'est vrai, c'est très juste ce que tu dis. En tout cas, je trouvais important de parler un peu de cette situation pour toutes les personnes qui veulent s'informer. Évidemment, je répète, il y a un joli reportage avec Tataki. Je pense que vous voyez aussi régulièrement sur les réseaux sociaux des choses qui sont partagées. Et n'hésitez pas à contacter des personnes qui sont activistes si jamais. Donc, tu as mentionné No Congo, No Fun. Et voilà, quoi. C'est par là, peut-être, vous pouvez commencer pour vous informer ou... donner de votre temps, par exemple. On va un peu continuer à surfer sur la même vague et parler de responsabilité sociale et d'engagement.
Parce que tu vois, on a parlé de Hakill Tour, donc de ton engagement. Là, on a parlé un peu plus à ton cœur, comme tu disais, avec le Congo. Là, j'ai envie de parler d'engagement de manière générale. Ouais. Et je vais commencer avec une première question. Est-ce que tu penses que chacun a une responsabilité d'aborder des sujets politiques à son pays ou pas, publiquement? Et quand je dis publiquement, je parle principalement des réseaux sociaux. Faut se méfier. Hein. Ouais. Tu peux pas tout le temps parler parce que tu donnes la parole à tout le monde, c'est que tu donnes la parole à n'importe qui. Donc je pense que c'est important que ceux qui sont concernés, qui connaissent le boulot, qui sont capables de faire une belle analyse, une analyse qui peut être après retransmise plus loin, héritée d'autres personnes et puis qu'on puisse en faire quelque chose, tu vois. Pour moi, c'est important. Donc pour moi, cette question-là, il n'y a pas tout le monde qui doit prendre la parole, tu vois. Même moi, des fois, je me dis, est-ce que je dois prendre la parole? C'est-à-dire que je me sens pas légitime de parler partout, tu vois. J'essaie de parler de ce que je connais, de ce que j'ai moi-même étudié, vu, avec mon avis, tu vois, tout en précisant bien que c'est toujours mon avis. Même là, tout ce que je viens de dire, c'est que Chancel qui a parlé. T'as peur, hein? Non, j'ai peur de rien, moi. J'ai peur de rien, je crains que mon Dieu. Je crains que mon Dieu. Mais ouais, c'est que mon avis, tu vois. Et c'est important que ça soit pas l'avis de tout le monde. Parce que, tu vois, c'est ce rôle de leader, comme on essaie de me le donner, moi, je le prends, je l'assume parce que c'est à travers le temps qu'au final, je me rends compte que ma voix, elle porte, tu vois. Mais je reste toujours humble. Il y a toujours une remise en question de ce que je dis, toujours une remise en question de ce que je fais. J'essaye de faire ce qui est juste, ce qui est bon, tu vois. Non, j'essaye pas de faire ce qui est bon, justement. J'essaye de faire ce qui est juste. Et ça, c'est important. Parce que ça, tu vois, si tu fais trop de choses bonnes, c'est pas forcément ce qui est juste, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, souvent, et comme tu as dit, tu essaies d'enlever les émotions. Voilà. Donc, pour rester juste. Exactement. Et là, donc là, je t'ai posé la question sur l'expression publique. Et maintenant, si on va sur les réseaux sociaux, la même question, c'est-à-dire, est-ce que tu penses que c'est de la responsabilité de tout le monde de repartager des événements, des injustices, etc. C'est trop facile, ça, maintenant. C'est trop facile. Enfin, l'exercice de cliquer, c'est trop facile. Pardon. Hein, bien sûr. Bah, il y a rien de plus facile. Hein. C'est trop facile. Aujourd'hui, 98% des gens, là, quand ils se réveillent, ils sont en train de scroller sur leur Instagram. Tac, tac, tac. Le pouce, il est habitué. Tu vois, et limite, en fait, tu vois, on est dans ce qu'on appelle l'ère de l'information. Et quand tu as trop d'informations, tu es désensibilisé. Parce qu'on a tellement d'informations qu'on ne sait plus quoi en faire. Tu vois ce que je veux dire? On a tellement de choses. Tu vois, on passe quand même d'une époque où il y a la ferme de Joe qui est en train de brûler et puis on va tous aider la ferme de Joe à mettre, tu vois, à mettre de l'eau. Et on est passé de ça à des trucs de ouf, tellement violents et en masse. Et on ne sait plus quoi en faire, en fait. On ne sait même plus comment agir, que faire. Et je pense que des fois, trop d'informations, ça tue l'info, tu vois. Et pour moi, du coup, avoir des informations sans pouvoir faire quelque chose, ça résume à rien. L'action est le plus important. Et pour moi, le clic n'est plus une action. Tu vois, cliquer, repartager, c'est plus une action. C'est un moyen de rester dans sa zone de confort. On continue notre quotidien. Et pour moi, je demande vraiment à ce qu'on sorte de ça. Les réseaux sociaux, c'est pas une action. Ça reste virtuel. Repartager quelque chose qui va être fait, ça va être repartagé tout le temps. C'est trop facile. Mais tu crois pas que ça crée un peu une sensibilisation pour certains? Parce que tu vois, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu as déjà eu, et peut-être pas aujourd'hui, hein, mais dans des années qui sont passées, des frustrations parce qu'un événement n'était pas tant partagé? Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment-là? Pas partagé, justement. Moi, j'ai toujours eu la frustration que les gens ne venaient pas. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu étais dans l'action aussi, voilà. Bien sûr. Et encore une fois, je reviens sur un truc. Depuis combien de temps on partage les questions de violence policière, qu'on partage tous nos délires? Et c'est à quel moment qu'il y a eu un changement? Quand on est sorti dans les rues. Ouais, c'est vrai. On était 10, 15 000 dehors. Il y a eu un changement. Et depuis le temps, on partage. Partage. On mettait des blackouts, on mettait des trucs noirs. T'as capté? Le carré noir, là. Des carrés noirs. On était tous dans le délire, là. Mais quand on est sorti, quand on s'est exprimé, il y a eu du changement. Ça veut dire que c'est pas le changement qu'on espère, parce qu'il faut du boulot encore, mais on a été entendu. On a pu taper à la porte. Tu vois? Mais des fois,
pour qu'on puisse faire plus que taper à la porte, pour qu'on puisse défoncer la porte là, il ne faut pas qu'une simple action. Il faut des actions à répétition. Ouais, c'est vrai. Et cliquer, c'est pas assez. Mais je te pose aussi cette question parce que, évidemment, sur les réseaux sociaux, alors on voit de tout, on voit ceux qui ne partagent rien, il y a ceux qui partagent à outrance, il y a ceux qui choisissent leur combat, etc. Et il y a même ceux qui critiquent ceux qui ne partagent pas, il y a ceux qui critiquent ceux qui partagent trop. Ouais. Donc c'était surtout pour avoir ton avis là-dessus. Ouais, si c'est pour donner mon avis, moi j'ai vraiment donné le libre choix à chacun, tu vois, parce que par exemple, je sais pas, si on reprend la situation de la Palestine, il y a des gens peut-être qui n'étaient pas à l'aise avec les images qui étaient exposées, ou alors des gens qui n'étaient pas à l'aise à repartager parce qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait réellement, même si on a toutes les infos, ou peut-être même avec le Congo, la même chose. Les gens, ils se disent, je vais partager un truc, mais en fait, je ne sais même pas ce qui se passe, etc. Donc, moi, je suis plus d'avis que fais-le si tu le sens, et si tu le sens pas, c'est pas grave, tu vois. Mais par contre, je suis archi contre, et ça, je tenais à le mettre au clair, contre les personnes qui critiquent les gens qui ne partagent pas sur les réseaux sociaux. Alors ça, pour moi, c'est de la bêtise, parce que même certaines fois, on critique une personne qui va partager Charlie, par exemple, mais qui ne va pas partager un autre truc. Laissez les gens s'indigner pour ce qu'ils veulent. C'est ça, chacun a sa sensibilité. Moi, ce que je veux dire dans tout ça, pour moi, je reprécise pour moi, non, je suis pas dans la critique. Moi, parce que pour moi, aujourd'hui, partager, c'est pas une action. Comme je considère pas ça comme une action, je calcule pas qui partage quoi. Tu vois ce que je veux dire? On va me dire, partage ça. Je me dis, mais est-ce que j'ai réellement bougé quelque chose? Je m'en fous de partager. Tu vois? Donc, pour moi, c'est tellement plus une action que je critiquerais ceux qui n'agissent pas. Tu vois, bien sûr. Et puis, c'est encore alors, critiquer des gens qui viennent pas aux manifestations, par exemple. Alors là, tu es dans un combat encore plus compliqué, parce que tu as encore moins de personnes. Enfin, tu as plus de personnes à aller chercher, mais tu as moins de personnes qui se manifestent. Donc, Et pour moi, il est là le vrai problème. Tu vois, restons par exemple sur la question, parce que là, on a été Palestine, etc. Mais bien sûr, on prend même pas forcément du Congo, on va prendre des trucs qui sont liés à nous, là. Des mecs qui sont ici. Tu as vu, là, on a parlé du Congo. Je peux comprendre encore que la distance géographique, ou le manque de sensibilité, ou le fait que, vas-y, t'es Congolais, mais t'as grandi ici, t'as pas trop de lien avec ton pays. On peut comprendre. T'as vu, je vais être indulgent. On va pas aller chercher loin. Basons-nous sur ce qui se passe ici. Quelle est la quantité d'actions que les Noirs font en Suisse pour leur communauté? Trop peu. Et tu sais quoi? D'ailleurs, aujourd'hui, je vais le dire, c'est que des femmes qui luttent. J'ai vu une vidéo comme ça aussi. Je ne sais plus qui c'est qui s'est exprimé. C'est le frère, il me semble, Jean-David qui a parlé. Mais c'est ça. Combien d'hommes agissent? C'est que des femmes. Et ça, t'as vu, je suis gentil. Hein. Mais en vrai, c'est une réalité. Il y a trop peu d'hommes. Et c'est tout le temps les femmes qui attendent qu'on rentre. C'est tout le temps les femmes qui s'inquiètent pour nous. C'est les femmes qui nous éduquent. C'est aussi elles qui doivent lutter pour nous. T'as vu le nombre de sœurs qui sont dehors dans les rues? T'as vu, là, je te parlais de nos congolophones. C'est des Russes. C'est pas des frères. C'est constamment elles qui se politisent, qui lancent des actions. Et quand tu parles aux frères, ils disent, je suis pas dans ça. C'est dur. Hein. Et c'est une dinguerie. C'est quand, en fait, moi, le vrai problème, je pense qu'il est là. C'est, les gars, c'est quand qu'on va porter ce qu'on doit porter en vrai. Parce que c'est nous qui sommes censés être les protecteurs de notre communauté. C'est facile de sortir nos pecs, parce que c'est facile d'aller pomper là. Mais il est où notre action là-dedans? Tu penses que c'est lié à l'éducation ou pas? Et je te parle pas de l'éducation à la maison là. Je te parle le fait d'avoir grandi peut-être ici, avec plus de simplicité, plus d'accès à tout ce dont on avait besoin. Tu penses que c'est lié à ça aussi? Je pense qu'il doit y avoir des facteurs multiples. Mais tu vois, à mon avis, ce manque de loyauté... Tu vois, moi, j'ai grandi comme eux. Du coup, comment t'expliques que moi, je suis en train d'agir et qu'eux, ils agissent pas? Bon contre-exemple. Tu vois, moi, je pense que clairement, il y a ce truc-là où ils sont à l'aise là-dedans. T'as vu, ils sont à l'aise, ils touchent leurs sous, ils peuvent s'amuser, ils peuvent jouer entre les vagues et ils restent dans leur zone de confort. C'est facile. Et ce courage-là, pourquoi nos sœurs, elles l'ont? C'est parce que ça fait depuis trop longtemps que nos sœurs, elles luttent, en fait.
elles luttent parce qu'elles sont des femmes depuis trop longtemps. Ouais. Tu vois, ce côté de... Double combat même. Voilà. Ce côté-là, il faut que je lutte. C'est un truc qu'elles ont depuis qu'elles ont hérité depuis qu'elles sont petits. C'est à eux qu'on leur dit il faut faire le ménage. C'est à eux qu'on dit occupe-toi de ton petit frère. C'est à eux tout le temps. Et frère, elles se battent. Elles ont ça en elles. Mais on doit reprendre. Je pense il doit y avoir des facteurs multiples. Mais ça ne change pas le constat que les gars, c'est pas normal que c'est que des femmes qui luttent. Et moi, je comprends quand elles disent qu'elles sont fatiguées. Parce que c'est les mêmes qui disent on s'est fait taper et c'est les mêmes qui retournent et qui font les mêmes délires. Ouais. Et après, c'est les mêmes qui vont poster, se battre pour nous. Ouais. Tu vois le délire? Ouais. Elles sont fatiguées. Ouais, ça... Wesh, les gars, soyez qui vous devez être. Ouais. Sans être dans le masculinisme, Bien sûr, dans le truc de genre, etc. Ouais. Mais les gars, on a un rôle de notre communauté. On est que ce soit bantou, on vient quand même d'une culture où on doit agir. C'est pas normal qu'on n'agit pas. Donc pour moi là, je reviens vraiment sur cette responsabilité, surtout des hommes. Et là, je pointe vraiment les hommes noirs. Les gars, vous pouvez me tirer dessus par après, dans le sens où vous allez être indignés, mais le constat est là. C'est vos femmes qui luttent pour vous. Et je dirais même pas certains vos femmes, parce qu'on va pas se poser... Voilà. Mais vos sœurs, les femmes de votre communauté. Voilà, qui luttent pour vous. Donc ça, c'est pour moi, ça montre qu'il y a un gros problème. Ouais. Et un passage de torche aussi avec la génération de nos parents aussi. Exactement. Exactement. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Après, peut-être là, je parle parce que je suis issu de la communauté congolaise de Fribourg. Mais nos darons, ils étaient actifs. Nos darons, ils ont bougé, ils ont fait beaucoup de choses pour notre communauté, pour qu'on soit qui on est là aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu regardes, tu vois, les Noëls, bien sûr. Congolais, les machins, le fait que là, tu prends juste 90% des Congolais et de Suisse, là, on se connaît tous. C'est pas pour rien. Ouais. Parce que nos darons, ils ont bougé, ils ont fait des choses. Et eux, ils ont fait, et nous, on fait rien. Ouais. T'as vu, on peut grandir, on se connaît même pas. Nos enfants, ils se connaissent même pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'on n'agit plus. On pense qu'à nous-mêmes. Aujourd'hui, on a tous notre petit leasing, notre petite maison là, tac, tac. On est à l'aise et on mène notre petit quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Voilà. Ben, je crois que c'était une très belle réponse. J'ai encore une ou deux questions avant de passer aux questions de fin. Parce que sinon, on pourrait parler 4 heures. Mais prendre position, tu vois, sur toutes les situations, sur toutes les choses qui se passent dans notre quotidien qui est plutôt fou depuis les réseaux sociaux, je dirais. Toi, c'est quelque chose que, quand je dis prendre position, c'est même t'exprimer publiquement. C'est quelque chose que tu apprécies. Est-ce que c'est quelque chose qui te prend beaucoup d'énergie? Et est-ce que certaines fois, tu te dis « Ah, mais là, je voudrais ne pas m'exprimer là. Mais je dois, mais je préférerais pas. » Si j'avais le choix. Concernant la question du racisme? Ouais, du racisme, ouais. Je m'exprime pas surtout en vrai. Si tu tu t'exprimes pas surtout, c'est réel, mais on t'a vu quand même. Si je prends quelques lives, quelques lives, quelques vidéos Instagram, etc., tu t'exprimes, en tout cas sur les situations suisses. Je crois que régulièrement quand même, tu t'exprimes. Bien sûr. Ouais. Je choisis vraiment mes interventions. Ok, c'est bien. Comme je t'ai dit, moi, j'essaie de pas être bon, j'essaie d'être juste. Tu vois, ça veut dire que des fois, on peut me mobiliser. Je vais être là, je vais dire, j'ai vu. Et je vais pas forcément agir. Il y a des histoires qui me sont arrivées et j'ai pas forcément fait du bruit derrière. J'ai pas forcément amené le truc derrière. Parce que ce qui m'anime ne me dit de pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et quand moi, je sens pas le truc, je ne le fais pas. Okay. Parce que comme je le dis, je suis pas là parce que j'ai besoin qu'on m'aime. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'aiment autour de moi. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, tu vois, j'ai tout mon truc tout mon cercle en fait, tu vois, qui me donne assez d'amour. Du coup, j'ai pas besoin de like. J'ai pas besoin qu'on dise Chancel, c'est un bon préso, tu vois, moi ça m'atteint pas tout ça. J'ai juste besoin que les choses doivent être faites pour les nôtres. Parce que moi, j'aime réellement ma communauté, j'aime ma communauté en mourir, tu vois. C'est des sacrifices énormes que je fais au quotidien pour ma communauté et je le fais pas pour qu'ils m'aiment, je le fais parce que on doit le faire. Tu vois ce que je veux dire?
Mais l'aspect responsabilité aussi qui peut, tu vois, parce que là, tu as parlé peut-être de nourrir ton ego, etc. Mais des fois, il n'y a pas un peu ce côté, ok, je représente ça, parce que je l'ai accepté et je l'ai peut-être construit et même nourri. Ouais, c'est ça. mais est-ce que certaines fois, tu te dis, bon, ben, par ma position, j'ai la responsabilité de... Ouais, ça arrivait. Ouais. Je me rappelle il n'y a pas longtemps, fin d'année. Mon fin d'année, en général, je coupe mes réseaux. Ouais. J'aime me couper de tout, finir l'année avec les miens, tu vois, bilan sur toute l'année, tu sais, prendre du recul. C'est très important de prendre du recul. Du coup, je vous le conseille vraiment, prenez du recul, apprenez à prendre du recul. Parce que quand on prend du recul, on voit que la vie, elle est belle aussi, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais la vie, elle est belle. C'est clair. Tu vois. Du coup, j'avais pris du recul et il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées. Ça m'a obligé de revenir, tu vois. Et ouais, je le fais parce que c'est ma responsabilité. C'est le chiloubé, je l'ai nourri, tu vois. Et je dois assumer. C'est-à-dire que quand tu prends de la hauteur, entre guillemets, je place bien le terme hauteur, mais quand ta voix elle porte, il y a une responsabilité. Quand on attend ce que tu dises quelque chose, il y a une responsabilité là derrière, tu vois. Et les affaires là en question, je me devais de le faire et c'est pour ça que je l'ai fait. Sinon, je ne l'aurais pas fait, tu vois. Et là, c'était vraiment une question de responsabilité. Et la preuve que quand quelqu'un de responsable prend les devants sur ce genre d'action, enfin, quand tu es un responsable, entre guillemets, je tiens encore mes mots parce que je ne suis pas le responsable de tout le monde. En tout cas, c'est pas à ça que j'aspire. Mais quand un leader ou un responsable prend la parole sur des questions qui sont ultra importantes, il y a des drames qui peuvent être évités, tu vois. Et je pense qu'on a évité quand même pas mal de tensions intercommunautaires avec ces dernières histoires, tu vois. Parce qu'il fallait que quelqu'un puisse donner une direction à toute cette émotion, à toute cette colère, à toute cette indignation, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Ok, une très belle réponse. Il y a, et ce sera ma dernière question avant mes questions de fin, il y a une situation où je t'ai vu poster un peu, mais je t'ai pas vu t'exprimer, du coup j'en profite. Donc, le président du pays d'à côté, comme tu dis. Ouais, le pays d'à côté. Voilà. Donc le président, il nous en a fait quelques belles en très très peu de temps. Entre l'histoire à Mayotte, ensuite... je sais pas, toi tu as dit merci à la France, toi, ou pas? Non, je te demande parce qu'il y en a beaucoup qui ont oublié. Ah putain. C'est quoi ton sentiment face à ce genre de... J'aime trop. Ouais, c'est incroyable. Je jubile. Mais pour moi, c'est la culture de l'impossible. Oui. Je regarde, je me dis, mais c'est réel. On est en train de vivre ça, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, j'ai 34 ans, tu vois, mais les petits qui ont 20 ans, des 15 ans, ils vivent ça. C'est normal. Ils vont grandir dans ça, mais c'est une dinguerie. Moi, il y a 3 ans, il se fait gifler. Là, maintenant, Non, mais moi j'apprécie parce que c'est ce que je dis, les gars, on est en train de vivre quelque chose d'historique. Et là, je parle à tous les Africains, à tous les Afro-descendants. On est en train de vivre quelque chose d'historique, les gars. On parle de la France parce que c'est quand même le symbole de la colonisation en Afrique, mais totalement. Il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place. Les gars, faut pas louper le train, comme je dis tout le temps. Pour moi, c'est trop important de se rendre compte que, ok, on vit en Suisse, mais on est africain, les gars. Et ça, c'est important de le dire. Je ne dis pas dans le sens où on doit renier, parce que la Suisse, moi, je suis né ici. Je suis ce qu'on appelle un fribourgeois Pierre-Sucre. C'est le petit jargon, mais ma mère, mon père ont quitté le Congo pour venir en Suisse, pour me donner un avenir. Et j'ai une responsabilité de rendre à mon pays ce que mon pays m'a donné. Mon pays m'a donné la vie, il m'a donné une culture, il m'a donné des valeurs, il m'a donné un socle. Et je suis issu de ce socle-là. On est tous issus d'un socle, les gars. C'est notre responsabilité de se voir aussi comme Africains. C'est une responsabilité. On ne peut pas échapper à ça. Parce que l'Afrique, il vit en nous, les gars. Qu'on le veuille ou non. Pas au-delà, c'est pas avec la couleur de peau. Je vous parle de votre mimique, de votre façon de vous coiffer, de votre façon de danser, d'écouter la musique, de vibrer sur certains sons. De vibrer sur certaines, tu vois, les gars, là je suis en train de, quand je le dis, peut-être là je parle avec émotion et j'accepte là d'aller dans le côté émotif. L'Afrique, c'est chez nous. L'Afrique, c'est nos terres. C'est important de vous rendre compte que si vous ne faites pas ce lien avec notre continent, on continuera à avoir
des gros mouvements de migration, on continuera à avoir des frères qui vont continuer à voir l'Europe comme l'Eldorado, etc., et qui vont se mettre en danger pour venir chez nous. On se doit d'apporter quelque chose à notre continent. Alors, je dis pas qu'on soit clair, parce qu'on les connaît, les gens qui disent on va faire les colons là-bas. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis qu'on est une plus-value, aller là-bas de manière humble, parce qu'il faut être humble. Oui. Parce qu'ils sont pas fous là-bas, ils sont pas bêtes. Ouais. Vous avez capté? Mais il y a un lien à faire. Et pour moi, là, ce qui est en train de se passer, l'ouverture de certains dirigeants à la diaspora, l'ouverture je dirais pas d'esprit, mais la libération d'esprit qui se passe actuellement en Afrique va amener la diaspora, l'Afrique et tous les afro-descendants à des nouveaux enjeux. Et il ne faudra pas qu'on loupe la coche. Donc, soyez fiers de pouvoir vivre ça, parce que c'est historique, ce qu'on est en train de vivre. Il y a eu peut-être nos parents qui ont vécu l'indépendance, ils l'ont vécu avec leur prisme. Nous, avec le recul, on voit ça comme frère, en fait, c'est rien. Ouais, bah oui. Mais eux, ils l'ont vécu. Ouais. Et nous, on va pouvoir on est en train de vivre une nouvelle chose, tu vois. Et saisissez ça, il faut le saisir. Ouais. Et si je peux ajouter une ou deux choses à ce que tu viens de dire, ton message, il est bon. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'afro-descendants qui sont en Suisse qui sont conscients de ça, mais qui ne savent pas comment l'activer. Et je vous recommande à tous vivement, et toutes et tous, de voyager en Afrique. Parce que ça, c'est, je pense, quelque chose qui va réveiller toute cette conscience. Par exemple, moi, j'étais au Sénégal. J'essaie d'aller dans un pays d'Afrique une fois par année, en plus de chez moi. Mais je suis allé au Sénégal et on est allé, avec mes amis, on est allé sur l'île de Gorée. Ouais. C'était quand on allait là-bas. Et il y avait un prix pour le bateau, si tu étais africain ou pas. Ouais. Et là ça m'a mis un peu le truc en tête, en mode... Ah ok, donc en fait là je suis chez moi en fait, tu vois ce que je veux dire. Et ça a créé, ça a mis une émotion que j'étais content de vivre. Donc pour toutes les personnes, je vous conseille vivement de voyager, même dans d'autres pays d'Afrique. Allez voir à quoi ça ressemble et vous allez sentir l'amour. C'est ça. En vrai, moi je dis toujours, tant que vous ne mettez pas les pieds, vous ne pouvez pas comprendre. Rentrez chez vous une fois. C'est-à-dire que ce n'est pas rentrer chez toi là, quand tu ouvres ta porte dans ton immeuble. Rentre dans tes terres. Connecte-toi avec là où tes ancêtres sont. Ouais. Connecte-toi là-bas. Tu vas voir la différence. C'est ultra important. C'est vrai. Les gens ne prennent pas conscience du lien qu'on a avec la racine, les terres, avec le sol. On ne se rend pas compte de toutes ces énergies parce qu'on a l'impression qu'on est pris dans tout ce monde. Toutes ces ça va trop vite. Les gars, rentrez une fois chez vous. Connectez-vous, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire là. C'est réel. Chancel, je t'ai posé presque toutes les questions. On va passer gentiment aux questions de fin. Ouais. Mais je crois qu'après toutes ces questions, toutes tes réponses, je crois que tu comprends pourquoi. Ma première question, c'était qu'est-ce que Chancel signifie. Première question de fin, et là je reviens à la question de l'invité précédent, Romain, de Fit avec Romain. Frère. Exact. Il a demandé, si tu étais un personnage de film, qui choisirais-tu? C'est difficile, hein? Elle est difficile. En vrai, les films qui m'ont beaucoup marqué, moi, c'est des biopics. Du coup, il faut que je prenne des fictions. On peut passer à la prochaine question si tu veux. Ouais, puis je reviens après. Tu reviens après. Pas de souci. La prochaine question, c'est si tu pouvais passer 1 heure avec une personnalité de ton choix. Une personne qui t'inspire, vivante ou pas. Vivante ou pas? Je passerai du temps avec le Christ. Ouais. Pour moi, le Christ, c'est l'expression, c'est la réponse à ce monde. Tu vois un peu. C'est-à-dire que tu crois ou tu crois pas. Si tu lis l'histoire, tu prends le temps de juste lire l'histoire du boug. Ouais, c'est mon boug. L'histoire du boug. Non, c'est vrai, si tu lis son histoire, si tu lis juste vraiment de manière juste philosophique, la conception même, le rapport qu'il avait au monde, c'est impactant de fou malade. Ce n'est pas qu'un livre religieux. Voilà, tu vois. C'est ça. Et juste, pour moi, là, tu me dis,
si tu pouvais passer du temps, je le vis en moi, t'as capté. Mais si là, tu me dis, il est là, physiquement, je discute avec lui, ce serait une dinguerie. Ok. Très belle réponse. Ton son du moment. T'as un son du moment ou pas? Attention, en tant que Congolais, là, c'est-à-dire qu'on attend cette réponse. Non, mais c'est vrai qu'actuellement, je suis sur Mukolo Nakokufa de Tabula Hiroshiro. Ah oui. Le père de Youssoufa, ouais. Je sais pas pourquoi, mais je suis trop attaché à ce son. Je le connais depuis. C'est un vieux son. Hein. Ouais. C'est un très vieux son. Mais je le trouve tellement prenant, que ce soit dans les paroles. En fait, le gars, il est en train de parler de. En fait, il dénonce ce qui se passe à l'est du Congo avec un message un peu prophétique où il dit le jour où je vais mourir, ben, il y aura ça, il y aura ci. Puis il est sur plusieurs personnes. À un moment, c'est une femme, à un moment, c'est un homme. C'est plein d'histoires du jour où il va mourir. Et il parle de la situation en fait, à l'est du Congo. Magnifique. Ce son sous une rumba douce et mélodieuse. Très bien. C'est poétique. Et je pense qu'actuellement, c'est un peu le son que j'aime bien mettre comme ça. Sinon, j'aime bien écouter du vieux blues. Ok. J'aime bien le vieux blues. Là, à ce moment, je suis en train d'écouter un artiste guitariste qui nous fait du blues, pas mal de sons jazz, du blues. Qu'avec sa guitare, il s'appelle Edgy Gant. Ouais. T'as passé ce niveau, c'est bon. Voilà, donc ça c'est un peu Très bien. mes sons du moment. Si t'avais un compte Instagram à recommander? Compte Instagram. Je sais pas. Non, mais je sais pas, il y a peut-être des activistes, il y a des gens qui font des choses cool. Ouais. Attends, No Congo No Fun en fait. Ouais, ok, no très bien. Fun, très bien. Je trouve que c'est ultra intéressant ce qu'ils font. Ouais. Très bien. No Congo No Fun. Tu m'enverras toutes ces pages et puis le titre du morceau parce que j'aimerais pas me tromper. Tabula Hiroshiro, ça je connais, mais le titre je connaissais pas. Est-ce que tu as une question à poser au prochain invité? Je sais pas qui c'est ça? Non, je peux pas savoir. Non. Évidemment que non. Ouais. Ok. À la base, à qui le tour, c'était à qui le tour de mourir. Ouais. Aujourd'hui, c'est à qui le tour d'agir. Ouais. Et moi, ma question, ce sera quelle est ta prochaine action? Ok, très bien. Je poserai la question. Je ferai la même intro si tu veux. Il n'y a aucun souci. C'était la dernière question. Est-ce qu'on revient à la question de Romain? De Romain, ouais. Alors, Romain, toi, tu me poses des cols. Hein, comme ça. Bon, actuellement, j'ai beaucoup été impacté par l'histoire de Bumpy Johnson. Ok. Donc, je sais qu'il a Harlem, existé, non? de Harlem Godfather. Mm-hmm. Je sais qu'il a existé, mais dans la série, c'est vraiment un personnage fictif avec pas mal de trucs. Et moi, j'ai avec Whittaker, hein. Exactement. Ouais. C'est pas le Forrest, hein, il me semble, c'est l'autre. C'est le petit frère. Ils Ah sont ouais? 3 frères, ouais. Ah ouais. C'est pas Forrest Whitaker, il me semble. Mais il a pas aussi l'œil qui tombe, lui? Ouais, mais ils sont 2 frères, je crois qu'ils C'est sont abusé. 3 frères. Ah il me ouais? semble. Après, peut-être je dis une bêtise là, mais il me semble que c'est pas le Forrest Whitaker. Il me semble que c'est le frère. Tu me mets une colle. Moi, pour moi, c'était Ouais. Forrest, moi. Ouais, ils sont plusieurs frères, ils ont la même tête. Pour moi, j'ai beaucoup aimé ce mec, l'acteur, le personnage. Ouais. Pourquoi? Parce que, bon, c'est pas la question de la drogue et tout ça. Moi, c'est son délire où, comment, en fait, il y a une phrase, en fait, que Malcolm X lui dit, que j'ai trop aimé. Il dit, l'homme politique le plus dangereux, c'est quand un gangster se politise. Ouais. Et ça, j'ai trop kiffé. Ouais. C'est-à-dire comment, en fait, la rue pure, la pure street, c'est-à-dire que le plus bas d'entre nous, à partir du moment que tu te politises et que tu fédères la rue, tu deviens un homme très dangereux. Ouais. C'est réel, hein. Voilà. Et pour moi, très bien. Bumpy, Bumpy Johnson, du Godfather of Harlem. Ouais. Ok. Moi, j'ai pas fini la série, mais j'ai beaucoup aimé. Saison 3, là. Je crois la saison 4, là, qui se tape. Ah ouais, moi, je serai encore à la saison 2. Je suis grave en retard, moi. Ok, Chancel. J'ai posé toutes les questions que je voulais. Est-ce que, selon toi, on a évoqué tout ce qu'on voulait évoquer? Je pense qu'on a évoqué tout. Je pense que je finirai juste avec une phrase. C'est le pouvoir de l'action. Ouais. Le pouvoir de l'action, les gars. Je pense qu'une action amène toujours une conséquence. Le mouvement. On est parti de rien. Aujourd'hui, on en est là. Et c'est pas grand-chose. Mais il y a des choses qui se sont bougées, tu vois. Avec l'action, il y a des frères qui sont partis carrément jusqu'à la
la frontière ukrainienne, on a amené des vivres en Pologne, on a ouvert des couloirs humanitaires avec une action, c'était un coup de téléphone. Je ne sais pas si tu te rends compte. Un coup de téléphone, on était 3 sur un téléphone, d'un coup de téléphone, on a ouvert un couloir humanitaire. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point agir, juste une action amène beaucoup de choses. Et donc, c'était juste pour vous donner ce pouvoir-là. Ouais. Vous avez ce pouvoir-là. Vous êtes capable d'agir. Agissez. C'est une belle fin. Et c'est très bien que tu me parles de ce coup de téléphone à 3 personnes pour aller jusqu'en Pologne. Parce que moi, j'ai un cadeau pour toi. Ah ouais. Ouais. Et ce cadeau, c'est un sel pimenté LVDD. Tu vois. Ouais, la volonté. Exact. Toi, tu crois que tu choisis ce que tu dis, mais c'est pas le cas en fait. Et tu vois, je t'ai amené jusque-là. Donc voilà, un sel pimenté de LVDD. Et je fais la référence au coup de téléphone parce que Jason faisait partie d'une de ces 3 personnes qui est allée jusqu'en Pologne au début de la guerre en Ukraine. Lui, c'était la deuxième vague. Deuxième vague, pardon, voilà, c'est vrai. Première vague. Hein, exact, ouais. Avec CC. Exact. Et le frère Johnson aussi, je crois qu'il est de Genève, lui. Ok. Ouais. Donc voilà, un sel pimenté pour toi, pour ramener ça à la maison. LVDD donc, est le partenaire pour tous mes cadeaux. LVDD.ch pour toutes les personnes qui souhaitent faire leur commande, ou alors en Suisse, vous pouvez vous rendre chez Manor. Ça tombe trop bien, je voulais absolument plus. Je devais commander, je suis en rab là. Bah voilà, tu vois. Tu m'as mis bien. Bah là, je t'ai mis bien pour quelques semaines, j'espère. Mais oublie pas de passer la commande quand même. Oui, je vais quand même passer la commande. C'est mieux. J'ai besoin de mon piment. Voilà. Ouais. Très bien. Chancel, merci infiniment pour ta présence. Merci pour ton temps. Merci à toi, merci pour ce média, merci pour le temps que tu nous accordes. Ça, je pense que ce genre de média permet de mettre la lumière à des activistes comme moi qui sommes nuls en communication. Non, pas nuls. Mais voilà, moi ça me tient encore aussi certaines fois. J'ai déjà fait 1 ou 2 fois, même plus que ça, mais des épisodes avec des personnes qui sont activistes ou alors qui ont mené des projets comme Chaka Kagame qui avait fait son podcast, etc. Donc c'est avec plaisir que je le fais. Je te souhaite plein de courage pour À qui le tour, pour toutes tes actions. Pour ta sensibilisation de la communauté. Je pense que tu as passé un bon message et un bon reality check pour beaucoup de personnes. Et je me réjouis de voir la suite. On se réjouit de voir la suite. Voilà, moi je vais juste boucler. Donc à toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Comme mentionné tout à l'heure, l'association À qui le tour sur Instagram, vous pouvez aussi aller voir la page de Chancel qui est le Chiloubé. Le Chiloubé, ouais. Exactement, CHILUBE. Ouais. Et vous avez toujours la section sondage sur Spotify ou les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast et Deezer. Et voilà, on est là à la fin de l'épisode. Merci Chancel. Merci à toi mon frère. Allez, bye bye. Bye bye. Dedicated Podcast.